monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Le monde francophone a célébré ce mercredi 20 mars la journée internationale de la francophonie, une journée marquée en Guinée par une cérémonie à la gloire de la langue française et une signature du ministère des Affaires étrangères. Les échos, c'est dans cette édition. Les habitants de Kipéda-Dia, lassés d'être privés du courant électrique, ont vigoureusement protesté contre cet état de fait, bloquant la circulation pendant quelques heures dans leur ligne de mire, le DG qu'ils accusent d'être responsable de l'obscurité dans laquelle ils se trouvent depuis quelque temps. Et puis, accident mortel au port autonome de Conakry, c'était hier soir. Le système de freinage est pointé du doigt. Voilà pour les titres, encore une fois. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes le 20 mars, journée internationale de la francophonie, thème retenu cette année par l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Le français est une chance et pour la circonstance, le ministère guinéen des Affaires étrangères a organisé une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs personnalités de haut rang. Sarah Camara était de la partie, voici son compte rendu. La langue française à l'honneur. 43 ans après sa création, le but poursuivi par la francophonie reste le même, celui de bâtir un espace de solidarité fondé sur les principes d'humanisme, de démocratie et de respect de la diversité des cultures et des langues. L'Organisation internationale de la francophonie regroupe à ce jour 77 États et gouvernements, dont 20 observateurs, soit le tiers de l'ONU. Elle totalise une population de 900 millions et 220 millions de locuteurs présents sur les 5 continents, dont 96,2 millions sont en Afrique. La célébration du 43e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie est centrée sur le rayonnement de la langue française, en particulier auprès des jeunes. En offrant le savoir-faire des spécialistes, la francophonie accompagne les responsables politiques dans leur effort de développement, d'où la pertinence du thème choisi cette année, axé sur la formation de la jeunesse. Cette jeunesse, maillon essentiel du devenir de l'humanité, est largement évocateur de la volonté résolue des États membres à donner une meilleure chance à cette frange importante de la société pour lui permettre d'appréhender avec sérénité son futur et de le façonner. C'est pourquoi nous n'aurons de cesse à en appeler à la formation et à la mobilité des jeunes pour faire de l'espace francophone une zone d'innovation, de productivité et de croissance partagée. La solidarité entre des pays et des peuples partageant une langue commune qui est le français, mais que l'histoire, la géographie et surtout le développement économique peuvent séparer, est un atout pour la francophonie. Et puis, comment améliorer le travail des inspecteurs de l'État dans leurs différentes missions de contrôle? La question préoccupe le cadre permanent des corps de contrôle et justement, le secrétariat permanent vient de produire un manuel de processus de contrôle censé servir de norme de conduite. Le document a été soumis ce mercredi aux différentes inspections pour validation. Reportage Mamadi Kamisoko. Depuis le décret de restructuration de novembre 2012, les inspecteurs de l'État sont sous la tutelle d'un cadre permanent des corps de contrôle, une instance dirigée par un secrétariat permanent qui rend compte à la présidence de la République. Cette volonté du chef de l'État vise à mieux rentabiliser le travail de ses auditeurs. Après la mission de prise de contact avec les inspections générales d'État, des finances ainsi que les inspections sectorielles des ministères, le secrétariat permanent soumet pour validation les normes de conduite des différents corps de contrôle dans leur mission. Après la validation de ce manuel par les inspecteurs, ce manuel va être soumis à l'autorité pour qu'elle la valide également et qu'on en fasse un document de base de travail qui sera distribué à toutes les inspections sectorielles. Maintenant, ce que l'on attend des inspections, après ce manuel de procédure, c'est qu'ils en fassent un de leurs bréviaires et qu'ils travaillent selon les normes qui ont été décrites dans ce manuel de procédure. D'autres projets de renforcement des capacités opérationnelles des corps de contrôle sont prévus. Il est promis aux inspecteurs généraux d'État et des finances des voyages d'études et des formations continues, tandis que les inspections sectorielles bénéficieront dès la semaine prochaine d'une session de formation de 3 jours sur l'approche d'audit par les risques.
Et puis ouverture ce mercredi à Conakry de l'atelier technique axé sur le plan opérationnel de paix et de sécurité de l'Union du fleuve Mano. Il est organisé en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de sécurité, une manière de faire de la paix une réalité dans la sous-région ouest africaine. Fanta Conté. Cet atelier regroupe les experts des 4 États membres de l'Union du fleuve Mano, à savoir la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Il fait suite à l'adoption et à la signature par les chefs d'État et de gouvernement du 15e protocole révisé. Pendant 4 jours, ces experts vont réfléchir sur des stratégies efficaces pour la mise en œuvre du plan opérationnel de paix et de sécurité adopté le 15 juin 2012 à Conakry. La démarche vise à faire de l'Union un maillon essentiel de l'intégration sous-régionale. L'atteinte de cet objectif passera nécessairement par la restauration d'une paix et d'une stabilité durable dans l'espace Mano. En dépit des progrès considérables accomplis vers le raffermissement de la paix et de la stabilité ces dernières années dans l'espace du fleuve Mano, cette région, qui a connu un passé de guerre civile et de violences intercommunautaires, continue d'être exposée à des menaces multidimensionnelles. Je voudrais saisir cette occasion pour rappeler la préoccupation exprimée par le Conseil de sécurité des Nations Unies face à la menace croissante de la piraterie et des vols armés en mer dans le golfe de Guinée. Ce phénomène affecte de manière croissante non seulement la sécurité de la navigation internationale, mais aussi le développement économique des pays côtiers et par conséquent celle de leurs voisins enclavés. Ces réflexions devraient permettre de renforcer la protection des frontières des États membres de l'Union, surtout avec les conflits au Mali et en Guinée-Bissau. L'objectif est de lutter contre la criminalité transfrontalière, la piraterie, la circulation des armes légères et de petit calibre, le trafic de drogue et la pêche illicite dans les eaux territoriales. L'histoire récente de nos pays et les sacrifices que nous ont imposé les conflits ethniques et les guerres que nous avons traversées nous ont enseigné que la paix et la sécurité n'ont pas de prix. Les crises sécuritaires actuelles en Guinée-Bissau, au Mali et dans d'autres parties de notre continent sont venues, elles aussi, nous renforcer dans cette conviction. L'organisation de cet atelier témoigne de la volonté et de la détermination des États de l'Union à poursuivre et à renforcer leurs efforts pour la paix et la sécurité, toutes choses indispensables pour le succès de leurs différents programmes de développement. Toujours dans l'actualité nationale, l'atelier d'orientation de la phase 2 du second plan prioritaire pour la consolidation de la paix en Guinée s'est achevé ce mercredi à Conakry. Durant 2 jours, les participants ont discuté des voies et moyens pouvant conduire à une paix durable. Dans le souci d'un développement durable du pays, les travaux ont été financés par le système des Nations Unies. Mamadi Kamisoko. La sécurité, la réconciliation nationale, l'emploi des jeunes et des femmes, 3 domaines clés pour asseoir une paix durable en Guinée. Pour y arriver, les participants tiennent au respect d'un certain nombre de points. Absence ou dysfonctionnement de la justice, méconnaissance de l'histoire ou lecture divergente. Le volet insertion des jeunes devra rester un processus civil sous le domaine prioritaire de l'emploi jeune et non sous celui de la réforme du secteur de sécurité. La participation massive des jeunes dans les troubles sociopolitiques doit faire l'objet d'une réponse spécifique au-delà des efforts de réinsertion. 2 jours de travaux au cours desquels les représentants de certains secteurs n'ont pas manqué d'apprécier la qualité des débats. Les différents participants et participantes qui ont pris part à cet atelier partent d'ici avec une meilleure compréhension du processus de formulation du plan prioritaire de consolidation de la paix, ce qui certainement impactera fortement sur leur implication dans la mise en œuvre des actions qui seront identifiées. Ça nous a permis vraiment de mieux comprendre le processus, mais aussi de nous assurer que le genre va être pris en compte par rapport aux différents domaines prioritaires. Les mêmes sentiments du côté des autorités et des partenaires au développement. Je ne puis vous dire combien nous sommes heureux. D'abord, de l'invitation à laquelle vous avez répondu. Ensuite, de l'intensité du travail que vous avez abattu. Mais surtout,
c'est pas seulement l'intensité, mais votre désir de voir la Guinée sortir de cette profondeur dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons compris durant ces 2 jours que la recherche de la paix est multidimensionnelle. Il y a non seulement les porteurs de tenue qui recherchent la paix, il y a aussi les civils pris dans leur diversité, les femmes, les hommes, les jeunes, qui aussi peuvent concourir à la recherche et à la consolidation de la paix. Les conclusions de cet atelier d'orientation stratégique portant sur la consolidation de la paix en Guinée dans sa phase 2 seront contenues dans un document à soumettre aux Nations Unies pour sa mise en œuvre. Nous en parlions dès hier, la destitution par le bureau communal de Ratoma de l'administration générale du marché de Taoya fait des vagues contestant la décision, le limogeant de ses fonctions. L'intéressé peut se frotter les mains. Un groupe de femmes a vigoureusement exprimé ce mercredi devant la mairie son mécontentement face à cette décision qu'elle juge injuste. Fatoumata Diallo. C'est avec chant et danse que ces femmes ont rallié la mairie de Ratoma. Cela pour exprimer leur désapprobation face à la décision de remplacer l'administrateur du marché de Taoya hier par le vice-maire. Pour elle, l'administrateur du marché de Taoya n'a rien à voir avec l'incendie de ce marché lors de la marche du 27 février dernier. Nous avons entendu des rumeurs quant au remplacement de l'administrateur du marché hier par un groupe de personnes. Tout le monde a été touché par cet incident. Après avoir écouté le cri de cœur de ces femmes, Sekou Batouta, vice-maire de la commune, infirme la décision de limosage et estime par ailleurs que tous les marchands, quelle que soit leur appartenance ethnique, se valent. Il a parlé publiquement à ma famille de Amakdi Balama, à ma famille de rumeurs d'Ara. C'est un homme faible. Il n'y a pas un peuple supérieur, ni une culture supérieure. Il n'existe que des consciences et des volontés plus humaines. Ceux qui considèrent l'homme comme une fin ou comme un vulgaire moyen. Les responsables de la mairie de Ratoma décident de prendre en compte les revendications des partis protagonistes pour qu'enfin la quiétude revienne au sein du marché de Taoya. Et cette situation préoccupe la présidente de la délégation spéciale de Ratoma, absente de la mairie au moment des faits. Ramatoulaye Diallo a réuni cet après-midi autour d'elle les conseillers communaux. Elle a demandé aux différentes parties d'observer le calme, le temps pour la mairie d'examiner la question. On l'écoute au micro d'Ibrahima Soriari Yansani. Moi, j'étais partie au ministère. Mon premier vice-maire m'a appelé en disant qu'il y a un groupe dans la commune. J'ai dit quel est ce groupe? Il m'a dit que c'est les gens du marché, les commerçants du marché de Taoya. J'ai dit maintenant il faut les mobiliser, faire une sensibilisation jusqu'à ce que je vienne. Donc ils sont partis, ils ont fait la sensibilisation. Effectivement, le premier groupe qui est venu, ils ont compris. Aujourd'hui encore, j'étais partie au ministère pour voir le ministre. On m'appelle encore qu'il y a un autre groupe qui est venu en disant que eux, en tout cas, il faudrait que Barreau reste. Et nous, on n'a pas révoqué Barreau. Il n'a pas été révoqué. Jusqu'à preuve contraire, c'est lui l'administrateur du marché. Nous sommes là pour qu'il y ait la paix dans la commune de Ratoma. Tout le conseil communal, nous conjuguons le même verbe. Je suis là aujourd'hui. Je ne suis ni Peul, ni Malinké, ni Soussou, ni Guerrier. Je suis pure et simple guinéenne. Et une femme patriote qui veut le développement de mon pays. Maintenant, ce que je veux dire aux commerçants, c'est de rester derrière nous. Nous sommes là pour instaurer la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Toutes nos excuses pour cette interruption instantanée. Les habitants du secteur Kipedadia, dans la commune de Ratoma, ont laissé éclater leur colère pour protester contre le manque de courant électrique dont ils estiment victimes depuis belle lurette, pierre en main, munis de branches d'arbres. Certains d'entre eux ont perturbé pendant près de 2 heures la circulation dans ce quartier pour exiger l'électricité dont ils sont privés selon eux, sans aucune explication. Le DG est une nouvelle fois pointé du doigt Le quartier Kipé, secteur d'Adia, était en ébullition ce mercredi. Mobilisés, les habitants de ce quartier ont barricadé la voie publique.
Très remontés, ils réclament la desserte en courant électrique de leur quartier. Nous ne sommes pas des politiciens, ça fait longtemps qu'ils ne font pas ce qu'ils ont fait aujourd'hui. On en a marre, on en a assez. On en a à avoir la lumière et l'eau. C'est tout ce qu'on demande. Malgré la présence des forces de l'ordre, ces jeunes continuent leur manifestation. Sans violence ni provocation, leur seule revendication, l'eau et l'électricité. Quelques heures après leur descente dans la rue, EDG s'est exécuté. Ayant eu gain de cause, les jeunes ont tout de suite libéré la voie publique et la circulation a repris de plus belle. Au chapitre des faits divers, un accident mortel s'est produit hier soir devant la société de transit de l'armement malien au port autonome de Conakry. Le bilan fait état de 2 morts et d'1 blessé. La défectuosité du système de freinage serait à l'origine de cet accident dramatique. Explication, Fanta Conté. C'est ici, devant la rentrée de transit de l'armée malienne, là où il y a les ruines du mur, que les 2 victimes, Ndioula et Damaye, vendaient des sacs de ciment. Et c'est ce camion Bruxelles immatriculé 7327 PL76 en provenance du port autonome de Conakry avec à son bord un véhicule qui a causé cet accident mortel aux environs de 18 heures. Selon les informations recueillies sur place, le chauffeur de ce camion tentait de le garer. Il a voulu faire une marche arrière. Malheureusement, il a percuté le mur qui s'est écoulé sur 2 femmes et un bébé. Elles ont succombé sur le coup à leurs blessures et heureusement le bébé s'en est tiré sans blessure grave. Je suis venu trouver Damaye assis. Je me suis mis entre les 2 victimes. Peu après, le camion a reculé et un caillou m'est tombé sur la main. Je me suis levé pour prendre la fuite et le mur est tombé sur les autres. Les témoins qui ont assisté à l'accident nous ont confié que la défectuosité du système de freinage serait à l'origine du drame. Vitesse difficilement ratée. Difficilement, le premier assaut, Moudangima. Difficilement, le camion a pu monter la colline, mais le système de freinage ne répondait pas. Quelqu'un a dit au chauffeur de garer le véhicule ici, mais il a répondu que les policiers allaient les empêcher. Alors, il a tenté de faire la marche arrière. Mais comme il n'y avait personne pour le guider, il a percuté le mur. Juste après ce drame, le chauffeur a pris la fuite et l'équipe de reportage n'a pas pu entrer en contact avec le personnel de la société transit de l'armée malienne qui avait en charge le véhicule. Les corps ont été acheminés à la morgue de l'hôpital Iasdine. Justice dans cette édition d'information reprise ce mercredi du procès des présumés auteurs de l'attaque contre le domicile privé du chef de l'État. Un dernier accusé a été entendu à la barre par les différentes parties. Mamadou Aliou Bari a nié les charges articulées contre lui. Il a aussi pointé du doigt un proche du général Ibrahima Baldé. Les précisions dans ce compte rendu de Mfali Guilavogui. Le dernier accusé dans l'attaque contre le domicile privé du chef de l'État, pour la 3e fois, était à la barre ce mercredi dans un prétoire qui a fait son plein. Mamadou Aliou Bari, poursuivi pour abstention délictueuse, a clamé son innocence dans l'affaire du 19 juillet 2011. Timide mais ferme dans ses propos, l'accusé dit avoir été arrêté le 16 janvier 2012 aux environs de 23 heures par la complicité de Ibrahima Idiatou Bari, un proche du général Baldé, à qui, explique-t-il, il aurait prêté une somme de $5,000 US. Mamadou Aliou Bari a déclaré que le général Baldé lui aurait fait payer 2 millions de francs guinéens pour être blanchi dans l'affaire de l'attaque contre le domicile privé du président Alpha Condé. Réplique du ministère public. Il ne faut pas dire, on essaie de tout. On dit de l'autre côté là-bas que c'est moi, le procureur, qui abuse de ce que les officiers de police ont dit.
Les arguments du parquet sont réfutés en bloc par la défense qui a déploré, je cite, la violation des articles 9 et 53 du Code pénal au cours des enquêtes préliminaires. Ce dossier, c'est faux. Je le dis ici, mais je le répète. Si on le poursuit aujourd'hui, c'est parce qu'il est sans défense, c'est parce qu'on l'en met pour rien. Lui, il n'a ni la gendarmerie, ni la police, ni l'armée. Et ceux-là qui avaient la police, la gendarmerie, l'armée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les témoins qui sont là, vous avez vu un général, sur le président? Qu'il soit clair, qu'il soit sincère. Il vous a dit ici qu'il est là parce qu'il a réclamé son argent. Et c'est ça la réalité, sur le président. Tout le reste, c'est le mensonge. Du côté de la partie civile, c'est un silence radio. Pendant ce temps, les 3 officiers de police judiciaire, à savoir le commandant Gabriel, commissaire Fadou et Akabé, cités à la barre, étaient présents à l'audience. Ils pourraient comparaître jeudi à la cour d'assises. Prenons maintenant la direction de la préfecture de Dubrika où vient de se dérouler la cérémonie de pose de la première pierre du projet de construction et de rénovation des infrastructures judiciaires et pénitentiaires de 3 préfectures. Le coût de réalisation de ces infrastructures est estimé à 27 milliards de nos francs. Les précisions avec notre correspondant Ansouman Kumbasa. C'est un méga projet qui couvrira tout le territoire national et qui commence par les préfectures de Koya, Bofa et Peka qui verront si le délai contractuel des travaux est respecté dans moins d'1 année leur palais de justice et de maisons pénitentiaires mises en état avec la construction des logements pour juges de paix et le greffier en chef. Cette volonté du gouvernement vient de doter les services judiciaires de l'État des infrastructures dignes de nom qui dans le cadre de la nouvelle dynamique que le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, veut insuffler à la justice guinéenne qui est la vitrine du droit et du respect des libertés. Souligné dans leur discours, le préfet de Dubreka, Adja Aïcha Saro, et le juge de Dubreka, Siriman Kouyaté. Prenant la parole, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, maître Christian Nassau, après avoir rappelé que la justice véritable fait partie des préoccupations du chef de l'État, qui a d'ailleurs déclaré que 2013 est l'année de la justice. Il promettra que la justice guinéenne fera positivement pour œuvre en présentant une physionomie qui impose le respect, l'amour et la considération des citoyens. A rappeler que le prix des travaux est estimé à plus de 7 milliards de francs guinéens. Ailleurs dans le monde, en France, coup dur pour le gouvernement. Il est confronté à une motion de censure déposée par l'opposition. Un gouvernement affaibli par la démission forcée de Jérôme Cahuzac sur le coup d'une information judiciaire et supposé avoir détenu un compte secret en Suisse. Le ministre du Budget a été purement et simplement débarqué. Suivez. Monsieur le Président, mes chers collègues... Longtemps soutenu par sa famille politique et même respecté par l'opposition, Jérôme Cahuzac a dû se résoudre à démissionner. L'ouverture d'une information judiciaire pour fraude fiscale et blanchiment d'argent l'a plongé dans une tempête médiatico-judiciaire. Le parquet de Paris a officiellement déposé une demande d'entraide judiciaire à la justice genevoise pour déterminer le bien fondé des révélations du site Mediapart, qui affirme qu'en 2010, Jérôme Cahuzac avait clôturé un compte à l'UBS de Genève avant de le transférer à Singapour via un montage offshore. Mediapart qui s'appuie notamment sur un enregistrement, celui d'un homme évoquant un compte en Suisse. J'ai toujours un compte ouvert à l'UBS, Les enquêteurs ont analysé cette bande. Elle n'a pas été trafiquée et les probabilités que la voix soit celle de Jérôme Cahuzac sont de 60%. Pas de certitude, mais des doutes et de grands dégâts d'image pour celui qui a toujours démenti ces accusations en bloc. Concernant l'enregistrement produit par Mediapart, pouvez-vous affirmer simplement « ce n'est pas moi ». Je parle évidemment de la voix qu'on entend sur cette bande. Je dément en bloc et en détail et en conséquence, ce n'est pas moi. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. L'ancien ministre du Budget sera maintenant confronté aux questions d'un juge. Le parquet de Paris va continuer son enquête à Genève et devra déterminer si oui ou non Jérôme Cahuzac a détenu un compte non déclaré à l'UBS de Genève.
56 morts, plus de 220 blessés, bilan des attaques qui ont ensanglanté l'Irak hier. Vague d'attentats à la veille d'un anniversaire à peine célébré, car il y a plus de 10 ans jour pour jour, une coalition dirigée par les États-Unis envahissait le pays. Une décennie plus tard, le bilan est très douloureux. Plus de 110 000 civils et 4 400 soldats américains tués et une facture qui s'élève à plus de 800 milliards de dollars. La guerre aura coûté et coûte encore très cher à l'Amérique. Reportage. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. George Bush proclame la victoire en Irak. La scène a lieu en mai 2003, quelques mois seulement après le début de l'invasion américaine. Mais la guerre durera encore de nombreuses années. Un conflit auquel John Nagel a participé en tant qu'officier. Désormais spécialiste des questions militaires, il déplore le coût d'une opération qui pèsera longtemps sur le budget des États-Unis. Au-delà du coût direct de la guerre, les milliers de soldats morts et blessés, il y a aussi un coût à long terme, car il faut s'occuper des vétérans et de leurs familles. Ces dépenses vont se poursuivre sur plusieurs générations. Concentrés sur l'Irak, les décideurs à Washington ont longtemps négligé l'Afghanistan et ont laissé la Chine monter en puissance. Une guerre chère donc, mais inachevée selon certains. Le problème, c'est que nous avons retiré toutes nos troupes sans trouver un accord pour garder une présence sur le terrain. En 2003, Frederick Kagan a encouragé l'invasion de l'Irak. Depuis le retrait total des Américains fin 2011, ce néoconservateur craint une explosion du pays. En cause, selon lui, Nouri al-Maliki, le premier ministre chiite de l'Irak, serait trop autoritaire et refuserait de partager le pouvoir, notamment avec les sunnites. Selon moi, toute l'aide que nous apportons à l'Irak doit être conditionnée, que ce soit les ventes d'avions F-16 ou les opérations de lutte contre le terrorisme qui ont été annoncées. Pour obtenir cette aide américaine, Maliki doit faire un effort pour intégrer les diverses factions de la société irakienne dans la vie politique du pays. 10 ans après l'invasion américaine, l'Irak reste un pays instable dont la fragilité pourrait renforcer l'Iran, l'ennemi juré des États-Unis. Mesdames et messieurs, place maintenant à la rubrique invité du journal. Alpha Omar Bari reçoit Hadja Fatoumata Kamara, journaliste et présidente du FEMITRAG, festival de musique traditionnelle et de contes. L'entretien porte sur l'organisation et les activités de la 8e édition de ce festival qui se déroulera dans la préfecture de Farana ce mois-ci. Monsieur et madame, c'est à vous. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la rubrique l'invité du journal. Aujourd'hui spécialement on va parler du FEMITRAG, entendez par FEMITRAG, le festival de musique traditionnelle et de contes qui est à sa 8e édition et qui se déroulera dans la préfecture de Farana du 20 au 24 mars 2013. Pour en parler, je reçois ici Hadja Fatoumata Doubaya Kamara, elle est la présidente du FEMITRAG et également directrice de l'Agence pour la promotion de la culture. Bonsoir madame. Bonsoir. Et merci d'être sur ce plateau. Madame, dites-nous un peu cette 8e édition. Quelle sera la spécificité de cette 8e édition? Merci. Merci vraiment pour m'avoir donné l'opportunité d'être sur ce plateau et parler du FEMITRAG, le festival de musique traditionnelle et contes. Là, nous savons que notre culture a besoin d'être soutenue, d'être valorisée et surtout d'être préservée. Donc c'est l'objectif d'abord que l'APC s'est fixé, c'est-à-dire l'Agence pour la promotion de la culture, pour essayer d'apporter son point et surtout son concours au ministère de la Culture, car nous organisons le festival chaque année avec le ministère de la Culture, le ministère qui est en charge de la culture. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, nous sommes devenus internationaux depuis 4 ans. Depuis la 4e édition, nous avons invité des artistes des pays voisins, nous avons invité également des artistes même de l'Afrique centrale, c'est-à-dire de la RDC. Et cette année, nous avons eu à envoyer l'invitation jusqu'à la Chine et l'Inde, parce que nous les avons rencontrés au FESNAC de Congo RDC, ils en donnent leur accord. Mais puisque vous savez un peu, nous avons eu des problèmes dans notre pays ces temps-ci, alors tous ceux qui sont très loin n'ont pas tellement le courage d'être sur les lieux. Donc la spécificité était d'abord la participation de ces pays asiatiques à ce 8e festival, en plus maintenant des innovations que nous avons
prévoyez à faire l'équipe de l'APC avec le ministère de la Culture pour faire connaître mieux l'image culturelle de la Guinée? Alors déjà, on sait que d'autres artistes qui ne sont pas guinéens vont participer à cette rencontre. Mais pour organiser une telle rencontre, ça nécessite des moyens. Naturellement, ça nécessite des moyens. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des moyens dont vous disposez pour organiser un tel événement? Bon, personnellement, l'APC n'a pas de moyens. Le FEMITRAG est une activité affiliée au ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine historique. Chaque année, avec les cadres du ministère de la Culture, nous essayons de joindre les bouts, malgré la conjoncture, pour essayer d'avoir la petite subvention pour au moins donner de l'eau à manger, et nourrir et loger les artistes qu'on invite, mais surtout mettre en valeur les artistes traditionnels que nous invitons, c'est-à-dire les petites primes de participation, tout part de là, et l'État quand même reconnaît cela à travers le ministère de la Culture. Alors, Adia, on sait que ce festival se déroulera sur 4 jours, c'est-à-dire du 20 au 24 mars prochain, mais nous sommes le 20 aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y aura pas un petit décalage par rapport à... Il y a toujours un décalage, c'est ce que j'ai dit. Vous savez, nous avons dépassé 2 semaines d'euphorie un peu dans notre pays et ça ralentit beaucoup de choses. Donc pour que nous soyons en possession de peu de moyens pour essayer de faire quelque chose, le retard est venu de là-bas. Nous allons décaler d'un jour, ce n'est pas grave, parce que les artistes, nous allons nous rattraper, parce que le festival devrait être clôturé le dimanche, maintenant nous allons, le samedi, maintenant nous allons clôturer le festival le lundi. Donc nous avons rattrapé. Vous savez, c'est le manque de moyens qui amène tout ça. C'est pourquoi, puisque l'APC a été créée, je profite de l'occasion ici pour remercier Évangile Guinée et la RTG, puisque c'est les journalistes qui sont innovateurs de ce festival, parce que nous, journalistes, nous tirons du folklore de notre pays, l'authenticité de notre Guinée culturelle, parce que la Guinée en Afrique est un pays très culturel. Donc nous, les journalistes, ça nous sert dans nos émissions, ça nous sert dans notre manière de vendre l'image de notre pays. Et ici, puisque nous avons été sponsorisés par la RTG et Évasion, les journalistes sont motivés, ils ont cru, tous les journalistes quand même, ont cru que c'est l'affaire des journalistes d'abord, et ils nous ont, dans tous les sens, apporté leur contribution. Là, je remercie. Dernière question, Adia, est-ce qu'on peut savoir les activités qui sont prévues durant ces 4 jours-là? Oui, naturellement. D'abord, nous avons prévu une exposition d'arrêt traditionnel, notre cuisine traditionnelle, certains instruments qui tendent à disparaître pour faire connaître aux festivaliers ce qui doit se passer. Ça, c'est prévu si le programme nous permettrait bien, parce qu'il y a une autre manifestation qui vient s'ajouter, qui doit se passer également à Farana et à la tribune. Donc là-bas, on avait choisi pour faire l'exposition. Ça, c'est un. Nous avons le festival en 2 volets, c'est-à-dire ça se passe en plein air devant près de 50 à 70 000 personnes, spectateurs. Et les artistes invités sont plus de 500. Nous avons 400 qui sont sélectionnés des 4 régions naturelles. Quand nous avons créé ce festival, il y a eu le festival sur le Niger au Mali. À chaque édition, il y a au moins 8 membres du gouvernement. Donc je voudrais réellement, en plus du ministère de la Culture et des invités, des officiels que nous avons, que tous les membres du gouvernement soient vraiment contents de se retrouver. C'est le week-end à Farana et ensemble nous partageons le plat traditionnel. C'est la fin de cet entretien, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que j'avais sur ce plateau Hadja Fatoumata Doubaya Kamara, la présidente du FEMITRAC, entendez Festival de musique traditionnelle et de contes. Merci madame d'avoir été. Je remercie de passer à la première dame l'année dernière. Elle a eu l'amabilité d'ouvrir la 7e édition. Là encore, remerciement à elle et à son cher époux. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Merci. C'est ainsi que se termine cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. L'info, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info. Excellente suite de programmes en notre compagnie. Bonsoir chez vous.